Alors, comment est-ce qu'on est passé des grandes réflexions philosophiques sur l'esprit à une véritable science du comportement? C'est un peu le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Comment on apprend? La question a l'air toute simple, mais pour y répondre de façon scientifique, il a fallu une vraie révolution. La psychologie a dû, en quelque sorte, arrêter de spéculer dans le vide pour se mettre à observer, à mesurer. Alors, allons voir comment tout ça a commencé, parce que ça nous en dit long sur notre propre façon d'apprendre. Au programme, donc, on va commencer par la naissance de cette science, puis on verra l'apprentissage par essai-erreur, on décortiquera les deux grands types de conditionnement, ensuite on fera un saut du laboratoire à la salle de classe, et on terminera en se demandant, ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui. Bon, la première étape, c'est une vraie rupture. La psychologie, pour devenir une science, a dû dire adieu à la philosophie pure et exiger des preuves, des données, des choses qu'on peut mesurer objectivement. Prenez un personnage comme Hermann Ebbinghaus. C'est le premier qui s'est dit « Stop, on arrête de philosopher sur la mémoire, on va la mesurer ». Et il est devenu son propre cobaye. Il s'est mis à mémoriser des listes et des listes de syllabes qui ne voulaient absolument rien dire, juste pour voir à quelle vitesse il les oubliait. Et de là est née sa fameuse courbe de l'oubli, qui montre un truc quantifiable. On oublie énormément au début, et puis ça se calme. C'était ça la révolution. La psychologie venait de trouver son chronomètre. Mais Ebbinghaus, il n'a pas seulement mesuré l'oubli. Il a pris un très vieux concept philosophique, celui de l'association, et il l'a rendu mesurable. Il a prouvé, chiffres à l'appui, que oui, des liens se créent dans notre esprit entre les choses. Et ça, c'est le point de départ de tout le reste. C'est l'idée qu'on peut étudier scientifiquement le lien entre un stimulus et une réponse qu'on peut observer. Le behaviorisme tenait sa pierre angulaire. Et quand on regarde la chronologie, on voit bien comment l'idée a fait son chemin. D'Ebbinghaus à Skinner, en passant par des gens comme Thorndike et Pavlov, le message est de plus en plus clair. Pour comprendre comment on apprend, il faut observer le comportement, et le faire de manière super rigoureuse. L'étape d'après, on la doit à Edward Thorndike. Lui, son but, c'était plus seulement de mesurer. C'était de trouver les lois universelles de l'apprentissage. Un peu comme un physicien qui cherche les lois de la gravité, quoi. Son expérience est d'une simplicité géniale. Vous prenez un chat qui a faim, vous le mettez dans une cage avec un petit loquet, et vous posez de la nourriture juste à l'extérieur. Au début, évidemment, le chat panique un peu, il tourne en rond, il griffe partout. Et puis, par pur hasard, il finit par actionner le mécanisme. La porte s'ouvre et hop, récompense. On recommence l'expérience et on voit que le chat met de moins en moins de temps à sortir. Il a appris tout simplement par essai-erreur. De ça, Thorndike va tirer deux grandes lois. La première, la loi de l'exercice, on la connaît tous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, la répétition, ça marche. Mais c'est la deuxième qui est une vraie bombe, la loi de l'effet. En gros, elle dit que nos actions sont façonnées par leurs conséquences. Si une action est suivie par quelque chose d'agréable, de satisfaisant, eh bien cette connexion se renforce dans notre cerveau. On aura plus de chances de la refaire. Et là, on tient la base de tout ce qui va suivre. Et cette idée que les conséquences de nos actes nous façonnent, elle va être explorée de deux manières très différentes par les deux poids lourds du behaviorisme, Ivan Pavlov et B.F. Skinner. L'expérience de Pavlov, c'est un classique. Au début, on est d'accord. Une cloche, ça ne fait pas saliver un chien. De la nourriture, par contre, oui, c'est un réflexe. Ce que Pavlov va faire, c'est qu'il va associer les deux. Juste avant de donner la gamelle, il fait sonner la cloche. Il répète ça encore, et à un moment, la magie opère. Le simple son de la cloche suffit à faire saliver le chien. Un stimulus qui était neutre est devenu un déclencheur. Et le point vraiment clé chez Pavlov, c'est que le sujet est totalement passif. Le chien ne décide pas de saliver, c'est un réflexe, c'est involontaire. La réponse est simplement déclenchée par un nouveau stimulus. On parle de conditionnement répondant. Le sujet ne fait que répondre à son environnement. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec Skinner. Le chien de Pavlov, il subit, il est passif, alors que le rat de Skinner, lui, il est actif. Il opère sur son environnement, il appuie sur un levier. C'est une action volontaire, et c'est cette action qui va déclencher la conséquence, l'arrivée de la nourriture. L'apprentissage ne vient plus d'une association de stimuli, mais des conséquences directes d'une action. Skinner va vraiment mettre tout ça en système. Il dit que pour renforcer un comportement, on a deux options. Soit on ajoute un truc agréable, c'est le renforcement positif, soit on enlève un truc désagréable, c'est le renforcement négatif. Le meilleur exemple, c'est l'alarme de la ceinture de sécurité dans la voiture. Ce bruit horrible s'arrête seulement quand on met la ceinture. C'est un renforcement négatif pur. Et à l'inverse, pour affaiblir un comportement, on peut ajouter une punition ou retirer quelque chose de plaisant, ce qu'il appelle l'extinction. Alors justement, comment est-ce qu'on passe de rats dans une boîte à des élèves dans une salle de classe? C'est tout le projet de Skinner.
Cette phrase, elle résume toute sa pensée. Pour Skinner, il n'y a pas de différence de nature entre le rat qui apprend à appuyer sur un levier et l'enfant qui apprend à lire. Dans les deux cas, ce sont les mêmes lois qui s'appliquent. Tout est une histoire de conséquences, de renforcement. À partir de là, il va développer ce qu'il appelle l'enseignement programmé, avec ces fameuses machines à enseigner. Ce sont un peu les ancêtres de nos applis d'apprentissage sur téléphone. Les principes sont simples et logiques. On découpe la matière en toutes petites étapes. L'élève doit être actif, il doit répondre à chaque étape. Et surtout, la machine lui dit immédiatement si c'est juste. Chaque bonne réponse est un petit renforcement positif qui permet de passer à la suite. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus surprenant de sa théorie. Pour Skinner, l'erreur, ce n'est pas du tout une bonne chose. Au contraire, il faut l'éviter au maximum pour que l'élève reste toujours dans une dynamique positive de renforcement. Il a même fixé ce chiffre. Pour lui, un bon programme d'apprentissage, c'est un programme où on fait moins de 10% d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ça aujourd'hui? Parce que l'influence du behaviorisme est énorme, c'est certain. Mais sa vision a aussi été très, très critiquée. La critique principale qu'on a faite au behaviorisme radical de Skinner, c'est qu'il refuse de s'intéresser à ce qui se passe dans la tête des gens. Pour lui, le cerveau, c'est une boîte noire. On peut juste voir ce qui y entre, les stimuli, et ce qui en sort, les réponses. Mais tout ce qui est pensée, émotion, motivation, tout ça est mis de côté, jugé non scientifique. Pour essayer de dépasser cette limite, le néo-behaviorisme va justement essayer de rouvrir un peu cette boîte noire. Des chercheurs comme Hull vont ajouter des variables intermédiaires entre le stimulus et la réponse. On recommence à prendre en compte des facteurs internes, propres à chaque individu, sa motivation, sa fatigue, ses habitudes. Le modèle simple SR devient SVIR, et la psychologie se prépare tout doucement à sa prochaine grande révolution, la révolution cognitive. Mais même si le behaviorisme radical a été dépassé, ces idées, elles, sont partout. Le système de notes à l'école, les bonus en entreprise et même les likes sur les réseaux sociaux. Au fond, qu'est-ce que c'est, sinon de gigantesques systèmes de renforcement? Ce qui nous amène à une question finale. Dans notre monde, qu'est-ce qui guide le plus nos comportements? La promesse d'une récompense ou la crainte d'une punition?